On a déjà censuré, par exemple TikTok, en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Il y a une question quand même qu'on peut se poser, c'est Mistral par exemple. Mistral qui est le champion français de l'intelligence artificielle. Il fait une deuxième levée de fonds, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une levée de fonds aux États-Unis. On parlait du fait de laisser les GAFAM. C'est un vrai sujet de gouvernance. Est-ce qu'on a envie de mettre dans les mains des réseaux sociaux ce genre de pouvoir? Vous savez combien d'enfants utilisent TikTok en CP? À 6 ans? À 6 ans. Beaucoup trop. Il ne devrait pas y en avoir. Ça commence mal. 50%. Quand le deepfake est réalisé, c'est trop tard. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Another Way. On va parler du sujet suivant, Deepfake, la réelle dangerosité d'une menace sociétale encore trop sous-estimée. Avec nous ce soir 5 experts qui vont répondre à nos questions, répondre potentiellement également aux vôtres, mais qui vont surtout commencer par se présenter. Je vais commencer par Philippe Luc. Bonsoir à tous, je suis Philippe Luc, je suis le cofondateur et président de la société Another Way. Alors Another Way, on développe des logiciels qui accompagnent les entreprises pour se protéger contre les attaques par ingénierie sociale. Alors c'est pour ça que ce soir, quand on parle de deepfake, c'est quand même cette nouvelle attaque, ce nouveau scénario d'attaque par ingénierie sociale qui nous tombe un peu dessus. Ça fait quelques années qu'on le voit arriver. Et du coup, je suis ravi de venir échanger avec vous, débattre pour comprendre ce phénomène et voir comment on va pouvoir s'y prendre. Merci. Nadia Garwaou. Bonsoir, donc moi je suis chercheuse en neurosciences cognitives. Je m'intéresse en particulier à des technologies qui permettent de façonner son identité via des algorithmes et ce que ça a comme conséquence à la fois au niveau individuel et sociétal. Didier Gras. Bonsoir, je suis administrateur du CESIN. Le CESIN, c'est quoi? C'est une association qui regroupe un millier de CISO ou de RSSI français. Et à ce titre, je vais essayer de participer à ce débat et de contribuer en tant que CISO. Merci. Karim Lamoury. Je suis en fait Julien Métayer, c'est mon apparence deepfake. Et je suis donc le cofondateur et le président de l'ONG Hackers sans frontières. Mais je m'appelle bien Karim Lamoury. Et Jérôme Coutou. On va voir ça tout à l'heure. Et Jérôme Coutou, je suis le dirigeant et le cofondateur de DigitalMate, une agence de communication disruptive spécialisée dans l'intelligence artificielle et tout ce qui va être technologie immersive. Mais on a parlé d'experts. En réalité, dans toutes ces activités-là, on est expert 5 minutes puisque on a l'impression que le jour d'après, il y a quelque chose qui arrive. Donc, on est en permanence en train d'apporter ou de réfléchir à tout ce qui peut arriver demain et qui va être impactant évidemment pour les entreprises. Eh bien, merci d'être avec moi ce soir pour en parler. J'aimerais commencer avec une question autour de Thierry Breton. Alors forcément, on ne peut pas parler de deepfake sans parler de ce qui s'est produit récemment, puisque Thierry Breton a été débarqué ou démissionné, ça dépend des points de vue. Mais pour rappel, il avait dans son portefeuille notamment la mise en place du DSA, le Digital Service Act, qui permet de réguler les plateformes, et notamment la prolifération des deepfakes. Donc avec la démission de Thierry Breton, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours une priorité d'éviter la prolifération des deepfakes selon vous? Et surtout, qui va reprendre le flambeau? Karim. Ah, fallait que ça tombe sur moi. Commence par toi, forcément. Que dire? Enfin, c'est un peu, je vais commencer avec le verre à moitié vide, à savoir, ça ne changera pas grand-chose, étant donné qu'il a l'initiative du DSA. Le DSA est lancé, il y a une équipe plutôt compétente à la Commission européenne, avec un parterre d'élus qui maîtrise aussi le sujet. Donc j'ai envie de dire, on est dans une ère un peu dangereuse de l'usage du numérique et de la représentation de l'être humain, et plus globalement de l'éthique autour de l'être humain. Donc je ne suis pas inquiet sur cette partie-là. Je suis plus inquiet sur le fait qu'en Europe, c'est plutôt Ursula von der Leyen qui décide, et qui décide assez seule. Quand elle décide de vendre les données des Européens aux États-Unis, ça se fait en une poignée de main avec Joe Biden. Donc moi j'ai un point de vue assez... très critique sur le sujet, mais ça reste mon point de vue et mon observation, et celle de pas mal de mes comparses. Donc il faut s'inquiéter du fait qu'on ait un bon régulateur, qu'on ait eu un bon régulateur et un bon connaisseur du sujet qui faisait tampon. Qui est Thierry Breton. Qui est Thierry Breton, et qui était Thierry Breton à l'Europe. Maintenant, il faut espérer qu'on ait quelqu'un de bien calibré sur le sujet, de sachant, et qui ait un poids surtout. Voilà.
Alors c'est vrai que j'avais entendu cette rumeur comme quoi il y aurait eu donc un accord politique qui se serait fait entre la présidente de la Commission européenne et la France, dans lequel il a été donc demandé de mettre Thierry Breton de côté, en échange de quoi on donnait un portefeuille beaucoup plus grand à la France. On pourrait commenter la chose. Après, en absence de preuves formelles et véridiques, encore une fois, moi je reste assis sur ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, le concret et le réel. On a aujourd'hui une patronne de l'Union européenne qui a été réélue et qui nous a montré, comment dire, tout le dédain. Je pense que c'est Maximilian Schrems qui en parlera le mieux. Celui qui a réussi à repousser les tentatives et les grandes griffes américaines sur nos données. Je ne vais pas traiter les Américains de grands méchants loups, mais encore une fois, on a très peu de défense en Europe, et sur le sujet dont on parle ce soir, à savoir le deepfake et comment s'en prémunir, quels sont les dangers, qu'est-ce que c'est, etc. Très honnêtement, on est un peu démunis à ce jour à l'échelle européenne. Moi, j'aime bien ce que dit Karim, parce que en fait, j'ai l'impression que l'Europe, c'est un peu, elle est sans généraux, sans armes et sans munitions. C'est-à-dire qu'on veut réglementer des choses, et la vraie question, c'est quelle est la puissance de l'Europe dans la réglementation internationale, à partir du moment où elle maîtrise ni le cloud, ni elle maîtrise les matières premières, elle maîtrise pas les développements, elle a plus les cerveaux, elle a pas les moyens, etc., etc. On peut vraiment s'interroger aujourd'hui sur la puissance législative au niveau international, j'entends, et contraignante de l'Europe. Je vais prendre un seul exemple, c'est la RGPD. La RGPD, au début de la RGPD, je ne suis pas non plus un spécialiste de cyber, mais au début de la RGPD, on disait que les données devaient être hébergées en Europe. En réalité, l'Europe a finalement fait un accord pour que les données puissent être hébergées aux États-Unis. Quid des nouvelles réglementations et régulations que l'Europe veut mettre sur le tapis? Est-ce qu'elle va revenir dessus demain parce qu'on va lui imposer, en fait? Le sujet, c'est avec son départ, c'est quand même l'application du DSA. Thierry Breton, il avait quand même cette capacité à dire des choses qui n'allaient pas forcément dans le même sens que la présidente. Et notamment auprès des grandes plateformes, on aura l'occasion de discuter de la responsabilité des plateformes par rapport au deepfake, mais par rapport à l'application du DSA et aux évolutions qu'il y aura de ce texte-là, qui aura les capacités, la liberté d'aller contre, éventuellement donner un autre regard. Moi, je pense que ça va être un des grands défis du choix, et pourvu qu'on n'ait pas quelqu'un qui n'aille que dans le sens de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis plus modéré dans les propos. J'entends tout ce que vous dites et vos craintes éventuelles. Moi, je trouve que, bien sûr, ce commissaire a été remarquable. Par contre, il y a eu aussi une présidence française à cette Commission européenne qui a permis d'asseoir, en 2022, DSA, DMA, DGA, enfin bref, l'ensemble d'un arsenal réglementaire. Moi, je pense que c'est normal d'avoir à cette étape-là des préoccupations, une surveillance. Laissons faire les nouveaux commissaires, déjà prendre leur marque, mais on a aujourd'hui un dispositif réglementaire européen qui est très présent et qui a su montrer par différentes amendes je dirais, cette volonté politique et européenne de les faire appliquer. Donc, ok, on peut avoir des craintes sur l'avenir et on va aborder plus spécifiquement les deepfakes, mais je reste quand même, on a quand même des acquis. Et il faut s'assurer qu'on puisse s'appuyer dessus et de les maintenir dans le temps. N'oublions pas, la Commission européenne s'est engagée dans, je dirais, un renforcement de l'économie numérique jusqu'en 2030. C'est-à-dire que ce n'est qu'une étape aujourd'hui, 2024-2025, on est au milieu du gué et on va être très attentif sur l'évolution des différentes réglementations à venir. Mais c'est déjà une très bonne chose en termes d'acquis au niveau européen. Et on peut déjà se satisfaire de ça. Maintenant, on va voir comment on va décliner ça, comment ça va être contrôlé. Je vais juste rebondir un petit peu sur certains éléments que j'ai entendus. Tu as parlé notamment de souveraineté et vous avez parlé notamment aussi de la présidente de la Commission européenne qui a sa propre direction. Néanmoins, est-ce qu'on n'aurait pas déjà une problématique même sur la notion de souveraineté ou le rapport qu'on a vis-à-vis de la souveraineté numérique dans la mesure où l'ensemble des pays européens n'ont pas la même approche de cette souveraineté numérique? Et je prends par exemple notamment la Finlande qui est rentrée récemment dans l'OTAN et qui, elle, a une stratégie plutôt de rapprochement avec les États-Unis. Donc déjà, est-ce que c'est pas compliqué finalement d'aller dans un sens unique quand on n'a déjà pas la même approche, définition de ce que c'est qu'une souveraineté numérique avec des pays qui veulent un rapprochement avec les Américains, d'autres qui essayent de s'en méfier?
Oui, l'analogie, ou en tout cas l'image qui va avec, on va parler d'une société qui est en train de se créer. Au début, c'est un super projet, on est tous chaud patate, on est 10 autour de la table, on a tous mis 50 balles ou 500 balles pour le capital social de la boîte. Et puis après, on se rend compte que pour prendre des décisions, finalement, c'est plus aussi collégial que ça, et plus on est nombreux, plus c'est compliqué à prendre des décisions et une orientation. Et l'Europe, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont bons. On a des gens qui sont chacun dans leur catégorie, si je puis dire, sont bons. Dans le monde de la cyber, de la tech, globalement du numérique, on a quand même des champions européens. Et indépendamment, les gens sont super forts. Mais créer une équipe et jouer à l'international, c'est un autre challenge. J'allais dire, c'est un autre level. Et je pense que l'Europe, aujourd'hui, elle est en panne de ce côté-là. Il n'y a pas un leadership qui peut s'imposer, quelle que soit la nationalité, donc quel que soit le pays. Quand on regardez ce qu'on a fait avec l'aéronautique, Airbus, c'est l'exemple magnifique. Un couple franco-allemand qui s'est imposé dans le monde, qui tient tête au mastodonte américain qu'il a réussi à faire plier. Donc, est-ce qu'on va réussir à faire ça dans la tech ? Est-ce qu'on va réussir à protéger le continent européen, avant même de parler de faire du business, protéger et servir les intérêts du continent européen ? Ça, j'en suis pas si sûr, parce qu'avec 15 ans, 20 ans de recul de ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières, d'ailleurs qu'on a du mal à protéger, à délimiter, dans le réel, dans le concret, imaginez-vous dans le numérique, c'est encore plus abstrait. Je pense, pour aller dans ton sens, qu'on est en plus dans une compétition de leadership mondial, particulièrement un leadership technologique entre les États-Unis et la Chine, qui sont subventionnés en plus par leurs États, c'est-à-dire que les États sont des gros acheteurs en fait, et on voit que les États ont une incidence considérable sur les big tech d'un côté et puis sur les Chinois. Donc la question, et je trouve que c'est une très bonne remarque, c'est que si on ne se met pas d'accord, si on n'a pas une équipe, en plus de ne pas avoir les moyens, comment on va être capable de rivaliser dans cette compétition qui est, encore une fois, féroce et qui est déterminante pour le leadership technologique mondial. Oui, puis dans les stratégies de souveraineté, tous les pays européens n'ont pas les mêmes enjeux, on n'est pas exposé aux mêmes risques, dans la même temporalité. Certains ont on parle de la Finlande, mais les pays nordiques, en ce moment, ils sont quand même très exposés. Eux, ils ont des sujets immédiats de protection. Quels sont les grands champions européens sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour être autonome par rapport à des grands champions américains? C'est compliqué. Donc quand ils ont un enjeu de protection et de survie, je sais pas, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais de protection immédiate, les solutions sont peut-être plus faciles à trouver côté américain que côté européen. Donc la question de souveraineté va être liée à notre capacité en Europe à développer nos propres champions. Absolument. Là, exactement. À distance, on a justement un peu des avis contraires. Donc, on a Pierre qui dit tout simplement les Européens sont peut-être, les Américains sont peut-être des alliés sur certains points géopolitiques, mais ils sont des adversaires économiques dans la cyber. Et puis Thierry qui pose la question, qui demande la solution n'est-elle pas dans l'alliance d'entreprises européennes et américaines comme Sens, par exemple, Google plus Thales. Il précise, je ne vends pas de Sens. Est-ce qu'on part sur une coopération ou est-ce qu'on décide d'estimer que on est plutôt sur de la concurrence pure et dure et qu'il faut réglementer pour limiter au maximum? Il y a une question quand même qu'on peut se poser, c'est Mistral par exemple. Mistral qui est le champion français de l'intelligence artificielle, il fait une deuxième levée de fonds, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une levée de fonds aux États-Unis parce qu'on est incapable de l'accompagner. Donc c'est évidemment une levée de fonds aux États-Unis qui veut dire une certaine soumission à des décisions d'actionnaires. Donc il faut être très réaliste par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs le PDG de Mistral qui en parlait lui-même, qui disait que de toute façon, sa prochaine levée de fonds, elle se passerait aux États-Unis. Parce que l'Europe n'a pas les outils, les fonds d'investissement spécialisés qui sont capables d'accompagner une boîte pendant 20 ans, 25 ans. Si on fait le lien avec les deepfakes, aujourd'hui les solutions, les logiciels pour créer des deepfakes, sont de quelle nationalité? Ils sont américains et chinois en grande majorité. Demain, on veut travailler sur des systèmes de défense. Sur quelle solution européenne on peut s'appuyer? Aucune. Je ne connais pas. Très clairement, sur la partie... Là, on peut l'appliquer à tous les domaines. Complètement, et j'allais rebondir là-dessus. C'est que dans tous les domaines, là on parle d'un sujet qui est technique, qui est très technique. Mais la panne, elle est politique. La panne, elle est politique. Le logiciel politique européen, il est plus qu'en panne. Parce que déjà, on ne sait pas faire de politique à l'échelle internationale quand on parle en tant qu'Européen. C'est quoi un diplomate européen? C'est quoi son poids? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut négocier?
Déjà, quand on voit notre logiciel politique français, je pense que je vais fermer très vite la parenthèse. On vient juste de ressusciter politiquement et j'attends voir ce que ça va donner déjà à l'échelle nationale pour que nous, Français, on puisse avoir un poids sur la scène européenne et que, à l'échelle européenne, sur la scène internationale, on puisse avoir un poids européen. Donc pour moi, c'est un problème qui est principalement politique. Il n'est pas financier, il n'est pas éthique et puis il n'est pas sociétal. On n'a pas un problème de compréhension du monde. Ou peut-être que oui. En tout cas, la diplomatie est en panne. Et l'art du compromis, c'est ça quand même. Avant de passer à la seconde question, vas-y. Il ne faut pas être naïf, mais on a quand même su démontrer, ne serait-ce qu'avec les JO paralympiques, olympiques et paralympiques, que notre industrie, je dirais les organismes publics ont su démontrer leur capacité à rehausser leur niveau de sécurité cyber et à faire face à cette menace. Tous les jours, nous avons des entreprises françaises, européennes, qui parmi des leaders mondiaux, dans l'énergie, dans l'eau, l'électricité, etc., dans la banque, bref. Donc, je suis bien sûr attentif. On peut avoir de la crainte, mais encore une fois, je préfère appuyer, renforcer nos leaders, générer de nouveaux leaders. C'est vrai qu'il y a effectivement la nécessité d'impulser ces actions-là pour créer de nouveaux leaders, mais on a le talent. Complètement. Donc, et c'est ça, c'est ça qui peut nous frustrer, effectivement, c'est qu'on a les plus grands talents, ils sont très très forts, les Français sont très forts dans l'intelligence artificielle, le problème c'est qu'ils se font recruter à prix d'or par les Américains, essentiellement, et on peut citer Yann Lequin, par exemple, qui est une référence internationale, mais qui malheureusement, aujourd'hui, vient de signer, ou il y a quelques jours, qui a signé une lettre où en fait il co-signe avec Mark Zuckerberg, en demandant en gros à l'Europe, allez-y avec nous, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas avec nous, on ira quand même soit ailleurs, soit on vous l'imposera plus tard. Donc c'est une vraie interrogation, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que c'est important ce qui se passe en Europe là, en ce moment. Tout à fait. Alors, on revient un petit peu sur les IA et je voulais partager avec vous justement une tribune de Nadia, donc tu vas nous en parler un petit peu plus. Dans cette tribune, tu parles notamment, donc, éclaire notre rapport à l'IA, à la lumière et aux neurosciences. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que justement, tu parles de l'IA, mais plutôt vis-à-vis d'un impact sur la psyché, non pas sur la cybersécurité. Et aujourd'hui, on veut aller un petit peu plus loin que notre écosystème de la cyber, et c'est aussi pour ça qu'on t'a demandé de nous rejoindre. Merci de mettre en avant cette tribune, notamment parce que j'y évoque un sujet qui m'est cher, c'est celui des effets potentiels en fait que ces outils technologiques, donc que ce soit les deepfakes ou plus largement les systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de façonner grâce à des algorithmes notre identité, ce qu'on renvoie à l'extérieur, sur à la fois notre psyché et nos grandes fonctions, ce que je vais appeler, pour me faire comprendre de tout le monde, des grandes fonctions mentales et notamment les émotions que je développe dans cette tribune. Donc, comme tu le rappelles très bien, moi, mon domaine d'expertise, c'est plutôt les neurosciences cognitives et la philosophie. Donc, c'est plutôt de ça dont je vais parler aujourd'hui, parce que ça fait partie de mon éthique de chercheuse de ne parler que de ce pourquoi j'ai une certaine forme d'expertise, des données et ce sur quoi j'ai effectivement travaillé. Donc, dans le papier, dans ce papier-là, je prends notamment pour exemple un cas pratique qui est celui de l'augmentation du recours à la chirurgie esthétique, qui a été documenté par l'Association américaine de chirurgie reconstructive et esthétique, qui serait liée, selon eux, à l'usage d'une caméra en mode selfie et associée à une augmentation de 30% des rhinoplasties. Ce qui est frappant en fait là-dedans, c'est que en réalité, les demandes qui sont faites de changement d'opération esthétique, elles sont faites non pas pour changer l'apparence qu'on a physique, donc réelle, mais pour changer l'image que l'on a de soi, une image qui est en fait déformée par l'objectif qui va augmenter en fait la largeur du nez, mais la plupart des utilisateurs ne savent pas que lorsqu'ils prennent des photos d'eux-mêmes en selfie, ils vont avoir ce qu'ils ont, c'est une image déformée. On sait d'autant plus qu'on utilise de plus en plus le mode selfie de la caméra comme un miroir. Donc, on s'observe très régulièrement à travers en fait ces intelligences artificielles dont
dont on ne sait pas vraiment en fait ce qu'elles peuvent avoir comme effet sur nous. Et ça, c'est pas un effet qui se limite d'ailleurs aux questions d'apparence physique. On a des études en sciences cognitives qui vont nous montrer que le type d'avatar, par exemple en réalité virtuelle, qui peuvent être incarnés par des individus, vont avoir un impact sur les comportements des utilisateurs dans la vie physique, si je peux utiliser cette distinction vie physique, vie numérique, même si elle est justement, comme vous voyez par l'exemple qui a été donné, assez poreuse. C'est une limite qui est poreuse maintenant. Donc si par exemple toi, Yasmine, je te faisais prendre part à une expérience et que je te demandais d'incarner un avatar qui a la possibilité de voler. Donc, je te laisse incarner l'avatar, fais ce que tu veux. Et Karim, je lui propose d'intégrer aussi ces mêmes environnements, mais avec un avatar qui ne peut pas voler. Donc, je te laisse faire ce que tu veux dans cet environnement. J'ai des sales blagues qui me Je ne veux pas savoir. Donc, ensuite, je vous ramène dans le monde physique ici et maintenant. Et en bonne expérimentatrice, je vous teste sans que vous le sachiez. Et je vais notamment tester ce qu'on appelle des comportements prosociaux, c'est-à-dire des comportements d'aide, en mettant en place certaines expériences sans que vous le sachiez. Eh bien, ce dont on va pouvoir se rendre compte, c'est que Yasmine, qui aura incarné un personnage qui a une capacité de voler dans un environnement virtuel, va faire montre de plus de comportements prosociaux, plus de comportements d'aide dans le monde réel que toi, Karim, qui n'aura pas eu cette possibilité de voler dans le monde virtuel. Donc, en lien avec les deepfakes, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de dépasser la limite numérique physique. En fait, ce qui se passe dans le monde numérique, ça va réellement avoir un effet sur nos comportements dans le monde réel et même sur nos fonctions mentales. Donc en conclusion, tu dis qu'il n'y a plus de frontières. Je dis que je ne pense pas que cette limite-là, ce soit la plus pertinente pour observer ce qui se passe. Ok. En tout cas, je questionne. Je pense que la dépasser, ça peut être une bonne idée. On en est à ce stade, je pense, à s'interroger sur le sujet. Ouais. Je pense que techniquement, on va franchir la frontière, ce qu'on peut appeler la frontière du réel, c'est-à-dire qu'on va plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, on est capable de faire du faux tellement vrai qu'on ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est particulièrement vrai sur les émotions. On voit pulluler ces derniers temps sur les réseaux, j'en ai d'ailleurs publié une sur le sujet, des vidéos qui simulent des émotions. On est d'accord pour dire que l'intelligence artificielle n'a aucun sens, n'a aucune émotion, et pourtant, par anthropomorphisme, on a une logique, quand on regarde ces vidéos, d'émotions. On perçoit des émotions, de tristesse, de bonheur, etc. Et effectivement, cette frontière entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai fait que quand quelqu'un découvre que c'est faux, et on le voit sur les réactions, on en parlait avec Karim, on voit des réactions où les gens se disent « on m'a menti, on m'a caché les choses ». Alors, c'est ce qu'on fait avec le cinéma, évidemment, aujourd'hui. Mais pour autant, le fait de savoir que c'est une IA qui a fait quelque chose qui m'a donné des émotions, là, effectivement, j'ai un clash qui est en train d'arriver et je vois qu'il y a une montée en puissance, une montée de bouclier par rapport à ce sujet-là, de l'émotion simulée par l'IA et que les gens, ils se sentent floués. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'euphorie qu'il y a eu sur ChatGPT, c'est génial, on peut produire des choses, c'est super, formidable. Mais là, je me fais avoir et là, je commence à me dire, oula, jusqu'où je vais aller. Et je trouve que c'est exactement le sujet des émotions, effectivement. Alors ça, moi, je me permets de modérer ce propos parce que, alors, quand vous parlez de... Je vais tutoyer. Quand tu parles des émotions qui ont été générées par intelligence artificielle, il s'agit de quoi? Il s'agit, par exemple, d'un enfant qui pleure la mort de sa mère. Il s'agit d'une mère qui vient d'accoucher et qui pleure aux larmes parce qu'elle a son bébé. Il s'agit de quelqu'un... Donc ce sont des vidéos. Ce sont des vidéos qui reproduisent vraiment parfaitement. Et de toute façon, on fait le test, on voit bien dans les commentaires des gens qu'ils se font avoir, vraiment.
Ils voient, alors il y en a qui sont experts, hein, on va pas se mentir sur le fait qu'il y a certaines personnes qui détectent certains détails. Mais le grand public se fait complètement avoir. 90% des gens se font avoir. J'écoutais, c'était, je sais plus c'était Florent Pagny, qui parlait d'un deepfake de lui qui était très mal fait. Et il en a fait un buzz terrible parce que les gens croyaient vraiment que c'était lui qui parlait. Et je pense que l'éducation, la formation, la sensibilisation sur ce sujet de l'IA, ce qu'on peut faire avec l'IA et ce qu'on peut produire comme émotion, je pense que les gens ne sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui, en termes de connaissances, j'entends, hein, en termes de savoir ce qu'on peut faire, sont très décalés par rapport à ce qu'on leur met sous les yeux. Et donc, ils ne voient pas la différence. Et ça a un impact terrible, en fait, parce qu'ils ont l'impression d'être floués et puis ils ressentent vraiment cette émotion. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui réellement est problématique pour ces individus. Je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit d'expériences avec des données qualitatives, où on sait vraiment ce qui a été jugé comme inacceptable par ces individus. Je parle de ça en particulier parce qu'au début de ma thèse, en fait, moi j'ai fait un travail sur un objet particulier qui s'appelle le filtre vocal, qui permet justement de modifier, de paramétrer algorithmiquement les émotions dans la voix. Et comme je m'intéressais à la dimension éthique de cet objet, en fait, j'ai mené une étude d'éthique expérimentale. Et dans cette étude, j'ai présenté 24 scénarios fictifs sur lesquels je pourrais revenir si vous voulez, mais d'utilisation probable, un peu des scénarios à la Black Mirror, d'un filtre vocal qui viendrait transformer les émotions. Et donc, pour chaque scénario, j'ai demandé donc, à un panel de 300 individus, donc 300 Françaises et Français plutôt jeunes que j'imaginais pouvoir être des cibles de ce type de technologie-là. Je leur ai demandé de juger l'acceptabilité morale en fait, de ces usages, de ces différents scénarios, de 1 à 9. Et de manière assez surprenante, en fait, pour la majorité des scénarios, l'acceptabilité morale était envisagée comme c'était OK en fait pour les individus d'utiliser ces dispositifs-là. Il n'y avait pas du tout de levée de bouclier moral par rapport au fait d'utiliser des technologies qui allaient tromper. Et encore plus, le truc qui est quand même assez fou, c'est que même lorsqu'on mettait les participants dans des situations de tromperie, donc je leur exprimais, je leur présentais le même type de situation en leur disant dans ces cas-là, votre interlocuteur va utiliser ce filtre mais sans vous le dire. Est-ce que ça change en fait l'acceptabilité morale? Ça ne la changeait pas. D'autant plus dangereux. Ouais. Sur là-dessus, on n'a pas beaucoup de recul finalement encore par rapport à l'exposition des personnes face à ces technologies. Moi j'aimerais bien voir, et il serait intéressant de voir l'exposition dans le temps. Si on prend nos jeunes enfants, j'ai 2 ados. Voilà, les deepfakes depuis 2018, ça commence à exploser, donc ils étaient tout jeunes. Là, ils sont exposés au quotidien des deepfakes. Peut-être pas tous les jours, mais souvent, c'est quoi les effets à long terme sur leur perception de la vérité, de la réalité, sur les impacts sociaux que ça va avoir, qu'est-ce qu'ils vont croire, comment ils créent leurs croyances, comment ils vont se développer dans ce monde-là, en fait. Et ça... moi, j'ai certainement pas la réponse, visiblement pas encore, mais c'est des sujets de recherche, j'imagine. Pour l'instant, c'est très peu développé et j'essaie par des articles ou des tribunes notamment aussi de rendre cette question un peu plus publique pour qu'on s'en empare en fait. On nous dit qu'il faut des études longitudinales, à long terme. Pour contextualiser ce que tu nous dis, Nadia, c'est que c'est vrai que nous, dans notre écosystème, mais je le vois d'ailleurs aussi dans les commentaires, on parle, ok, on utilise les deepfakes dans quel cadre? Est-ce que c'est du phishing? C'est vrai que nous, on s'est beaucoup focalisé sur les deepfakes en se disant, ça va être une nouvelle manière de pouvoir faire des attaques cyber, parce que c'est notre domaine d'activité. Et ce que tu es en train de nous dire, Nadia, c'est que, ok, certes, mais qu'en fait, de manière beaucoup plus globale, il va y avoir aussi des conséquences sur la psyché des gens. Et notamment, donc tu donnais l'exemple, dans l'article, tu parlais des chirurgiens chez qui on venait, je l'avais vu aussi dans un documentaire, avec une image modifiée, des filtres utilisés sur Snapchat, à qui on disait c'est à ça que je veux ressembler. Donc quelque part, on ne demande plus des modifications parce qu'on est mécontent de choses, on demande des modifications pour se rapprocher en fait d'une version de nous-mêmes, d'une image virtuelle. C'est ça. Et ça, effectivement, nous, on n'en parle pas. Et je veux rebondir sur ce qu'a dit Philippe, sur la question, c'est à partir du moment où ça va nous toucher, c'est-à-dire que le deepfake, il ne va pas être sur Donald Trump et Kamala Harris, mais il va être sur Karim.
qui est mon copain et qui s'est fait attaquer. S'il va être sur mon voisin, si je vois un deepfake porno, par exemple, sur quelqu'un que je connais, quelle va être ma réaction? Et en fait, ce que je me dis, c'est que cette émotion, elle va naître du cas d'usage. La techno en soi, la techno deepfake, on rappelle que c'est deep learning et fake, hein, c'est l'association des deux mots. En soi, la techno, elle est ni bonne ni mauvaise. On peut utiliser les deepfakes à des fins super. Pour, par exemple, traduire dans plein de langues ce que dit quelqu'un pour un PDG qui va faire un discours pour 60 pays différents. Ça, c'est super comme usage de deepfake. Après, quand on fait des deepfakes... La techno qui est utilisée dans le deepfake. Exactement. Ouais. Pas le deepfake en soi. Voilà, c'est ça. La techno... Elle est, on va dire, elle est jamais neutre, la techno, mais elle est plutôt neutre. Par contre, effectivement, quand ça va nous toucher sur des sujets qui sont des sujets personnels ou qui vont être des sujets qui vont être clivants, là, effectivement, on va voir les réactions des gens. Et je suis convaincu que le rapport à la fois à la vérité et à l'émotion, même si elle est fake complète, va être dérangeant pour la plupart des gens. Vas-y. Il y a une progression, c'est-à-dire qu'on a vécu phishing, smishing, ça c'est très à la mode en ce moment, le vishing par la voix. Avec le deepfake, on est vraiment à un stade largement plus avancé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est finalement cette acceptation. Parce que jusqu'à présent, on s'appuyait sur le refus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir le détecter, mais aussi le déclarer. Ce qu'on pousse dans nos entreprises et au niveau national, c'est de dire, si je suis confronté à ça, si je suis un individu, un cybercitoyen, je me déclare cybermalveillance ou autre plateforme nationale. Si je suis dans l'entreprise, on l'habitue à le déclarer en cliquant sur un bouton d'alerte, etc. Là, c'est extrêmement inquiétant. C'est qu'on accepte finalement, nos plus jeunes acceptent de tricher ou d'être confrontés à la triche. Et là ça coupe quand même un axe et en termes de défense. En termes de sécu, on est tous dans des entreprises. Nos futurs salariés dans 10 ans, c'est les ados d'aujourd'hui. C'est les ados d'aujourd'hui qui ont grandi, qui vont grandir avec ces deepfakes. Et je ne sais pas si dans ce temps-là, ça a le temps d'impacter leur façon de penser. Je ne sais pas, on n'a pas de recul encore sur mais combien de temps ils font pour déformer finalement quelqu'un ou le reformater différemment. Mais ces gens-là, demain, en termes de sécurité, ils vont arriver dans nos entreprises. Quels sont les programmes de prévention qu'on met en face pour pas qu'ils se fassent avoir au premier deepfake? On est habitué, eux, ils voient Canteloup à la télé. Ils voient les réseaux sociaux. Ils en rigolent. C'est un outil ludique, le deepfake, pour cette génération-là. Et pas que. Il y a eu les élections. Moi, j'ai des ados, encore une fois, qui me disent on a vu tel candidat dire ça. Regarde la vidéo. C'est pas une vraie vidéo. Comment il réagit? Donc, on lui explique. Donc, il ne croit plus rien, ou alors il croit en tout. Peu importe. Comment ça, on devra le gérer demain dans l'entreprise pour de la sécurité? Je rajoute en deux mots qu'on va passer de la 2D à la 3D. C'est-à-dire qu'on va passer, en plus de cette logique-là de deepfake, aujourd'hui, qu'on sait faire de manière quasi parfaite, à une autre dimension qui va être la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et là, on va passer sur quelque chose qui va être ultra réaliste, puisqu'on va l'avoir devant les yeux. On va avoir le sentiment de présence de ce deepfake. Donc la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on n'est déjà pas préparé pour la 2D. Quand on va passer à la 3D, et aujourd'hui, les lunettes de réalité augmentée sont en train d'avancer très fort. La réalité virtuelle va aussi investir le champ, et elle investit beaucoup le champ des entreprises. La vraie question, c'est effectivement, quand on va voir cette troisième dimension qui va arriver par rapport au deepfake, comment on va être capable de voir, de distinguer le vrai du faux? Dans ton étude, tu as analysé l'individu, la réaction à un certain nombre de scénarios. Est-ce que tu as analysé un groupe d'individus? C'est 300 individus. Ensemble? Ou individuellement? 300 individus qui répondent oui. Oui, mais est-ce que tu as testé la réaction d'un groupe? Non. Pourquoi? Non, mais pourquoi Parce que tu parlais, Philippe, de tes ados. Bon, si j'en ai, des plus jeunes aussi. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'ils se parlent entre eux. Et je les écoute beaucoup. Et souvent, il y en a toujours un qui va dire « c'est bizarre ça ». Tu vois, ils cèdent en groupe à finalement, et on l'a fait peut-être entre nous. Il y a une cour d'apprentissage aussi. Voilà. Et je trouve que ça peut être intéressant de voir le phénomène de groupe. Un exemple, dans nos entreprises, on n'est pas seul. On demande de l'aide.
à titre personnel, c'est plus compliqué de demander de l'aide ou accepter de l'aide. Mais voilà, je suis curieux de voir si, en adressant ton constat individu par individu, comment pourrait réagir un groupe d'individus Alors ensemble. ce serait intéressant pour réfléchir à des options d'éducation, de formation à l'esprit critique. Par contre, nous, on a voulu coller le plus possible aux usages et en réalité, un adolescent ou un jeune adulte, il est seul devant son téléphone. Il ne regarde pas en groupe. Ça ne se fait pas du tout. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est dans des situations qui sont les plus proches de cas d'usage, ce qui se jouerait en fait à ce moment-là. C'est passionnant. Hein. Ce qu'on se dit, c'est qu'on est au-delà de la cyber, c'est pas un sujet cyber. Ah mais justement, c'est d'où le Nadia. On a besoin d'aller au-delà de la cyber. C'est un sujet sociétal. C'est un outil, d'arnaque dans la cyber, mais et que les réponses seront au-delà et qu'on a besoin de chercheurs. À distance, sur ces sujets-là. Hein. À distance, on a justement Hugo qui pose la question. Hein. Ça revient un peu à ce que tu disais, Didier. Est-ce que si on est en groupe, c'est pas mieux? C'est une manière, mais il dit est-ce qu'on ne parle pas simplement d'éducation aux médias, d'être en capacité de comprendre quelle info est présente, quelles sont les sources, typiquement sur ce dernier point, que ce soit du deepfake ou autre chose, remonter à la source est très efficace pour démontrer la falsification. Donc, est-ce qu'effectivement, si on fait des formations dès le plus jeune âge, dans des classes, à plusieurs, qu'on leur apprend en fait à réagir face à ce genre de choses, est-ce qu'on ne va pas créer des personnes beaucoup plus regardantes? Tu pourras le compléter, Karine. J'ai mené une opération. 3000 enfants dans certains départements de France, de 6 à 11 ans. J'ai hésité pour 6 ans. Je me suis dit en CP, 6 ans, bon, c'est tôt. Vous savez combien d'enfants utilisent TikTok en CP? À 6 ans? À 6 ans. Wow. Beaucoup trop. Il ne devrait pas y en avoir. Ça commence mal. 50% de certaines classes. Et c'est limité à 14 ans normalement? C'est à partir de 14 ans. Donc, il y a aujourd'hui, c'est bon. Moi, je vois des sensibilisations à distance, en ligne, etc. Rien ne vaut de la présence, rien ne vaut de l'humain, rien ne vaut d'y aller. C'est hyper compliqué, très difficile. Mais voilà, un retour d'expérience. On a fait ça pour 3000 enfants. C'est passionnant, mais on s'aperçoit quand même qu'au-delà de 11 ans, je dirais qu'ils ont perdu leur référent. Oui, puis c'est compliqué d'apprendre à des enfants qui sont en pleine construction, pardon, je t'ai peut-être interrompu, mais de leur expliquer que les informations qu'ils vont avoir face à eux vont être fausses. Enfin, on les expose déjà à un message que... Et puis ils doutent de tout. On avait déjà les fake news, on a les deepfakes. Mais ils sont malins. C'est-à-dire qu'ils essayent de suite de voir comment le détourner pour leur propre amusement, etc. Et c'est là où il faut placer les messages. C'est là où il faut donner des guides et de l'aide et des référents. Moi, je suis très attaché aux référents pour pouvoir dire ouais, mais là, tu es en train de tenter quelque chose, mais attention, comment ça va se passer avec la personne avec qui tu fais cette blague, avec qui tu échanges comme ça. Et on parle des enfants, mais on pourra parler des adultes. Hein. On a aussi ce même problème-là, chez certains. Alors, on va faire une petite pause qu'on appelle la mi-temps dans l'émission. C'est aussi le moment de remettre en avant les 3 messages clés qui ont été débattus pendant cette première partie, notamment pour ceux qui nous ont rejoints un peu à distance. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie d'émission? La première chose, on peut s'interroger sur la réelle capacité de l'Europe à réguler le numérique sans leadership technologique politique sur le cloud ou l'IA. Deuxième point, tous les pays européens ne sont pas exposés aux mêmes risques cyber. En l'absence de grands champions européens, certains États membres privilégient le parapluie américain. Et le troisième point, le taux de recours à la chirurgie esthétique a augmenté à cause des filtres qui sont des deepfakes. Le numérique a un impact sous-estimé sur notre psyché et nos comportements. J'aimerais revenir maintenant à l'émission et je vais partager cet écran. En février 2024, on a 20 entreprises leaders de la tech, donc vous les voyez à l'écran, qui ont conclu un accord à Munich pour s'engager contre la propagation virale des deepfakes. Parmi lesquels on retrouve notamment, vous le voyez, TikTok, TrendMicro, NetGen, GitHub, Google, mais surtout X. Alors, voilà. Alors même qu'on a pu voir récemment que le président, le directeur de X, fait passer beaucoup d'images deepfake et vidéos de la candidate démocrate, qui d'ailleurs deviennent particulièrement viraux sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement ces entreprises sont vraiment en mesure de combattre les deepfakes dans la mesure où certains de leurs outils sont utilisés pour les créer? Et puis surtout, quelles sont les ressources humaines et technologiques pour pouvoir réellement contrer ce genre de prolifération? Moi, je dirais juste sur X, qui est à mourir de rire, Elon Musk, qui a fait une tribune en disant « Oh, OpenAI, ils vont trop loin, il faut réguler l'IA, etc. » 2 jours après, il crée XAI.
qui fait grok aujourd'hui. Donc c'est une espèce de jeu de dupes. Chacun est dans une stratégie aujourd'hui pour aller récolter le maximum de milliards pour développer son IA. Sam Altman l'a dit lui-même, hein, il a dit « quel qu'en soit le coût, je vais à l'intelligence artificielle générale ». Donc il s'en fiche de dépenser 5 milliards, 50 milliards, 100 milliards. L'objectif, il est clairement identifié, il veut être le premier à aller vers l'intelligence artificielle générale. Et je pense que tous ces champions, si on peut les appeler comme ça. Alors on appelle aujourd'hui, on n'appelle plus les GAFAM, on appelle les Magnificent Seven. Et Magnificent Seven, c'est le titre des 7 mercenaires, du film Les 7 mercenaires. Et pour moi, effectivement, toutes ces sociétés sont des mercenaires au service de la puissance étatique qui va être dans la logique d'une guerre de leadership technologique. Il faut être clairement dans cette logique-là qu'ils ont un intérêt de leadership derrière. Je regarde si tu as un gilet pare-balles. Ouais, je m'inquiétais pour toi. Hein, Mais quand on parle, les deepfakes, ça fait des clics. Pour certains d'entre eux, ça va être compliqué de lutter contre. Oui. Je lisais une étude là, qui date de fin août d'un grand média français. Il disait 2018, 8000 deepfakes à peu près évalués sur les plateformes. 2024, 145 000. Ouais. Voilà, la croissance, elle est énorme. Je ne sais pas, quand ils parlent de s'engager comment et quels effets. C'est laisser ça en dessous du million. Et encore, là, c'est surtout. Et comment le faire en plus. C'est surtout. Enfin, moi, ce qui me fait flipper. Alors, j'adore parce que là, il faut que je vous la sorte. Elle tombe à pic. Donc, Stéphane Lemay qui nous dit Coca-Cola s'est aussi engagé à la lutte contre l'obésité. Pareil. Et les cigarettes, pareil. Alors, et les cigarettes, au début, pareil. Je voulais pas sortir une image trash, mais c'est un petit peu comme proposer de faire gérer des couvents par des proxénètes. Hein. Elle est vraiment trash, celle-là, mais moi, c'est l'image que j'ai en tête. Là, on parle des élections. Est-ce que ça ne va pas déstabiliser les élections, etc. Honnêtement, moi, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à mes enfants. À chaque fois que je parle de réseaux sociaux, mes enfants, les nôtres, hein, je parle à la génération qui va arriver derrière nous, on est des adultes. On n'a pas grandi avec ça. On s'est formé au papier, au stylo, à la craie, au tableau. Je ne vais pas parler comme un vieux con, mais ça parle à tout le monde. Hein, on fait le rapport entre un stylo bic et une cassette. On sait à quoi sert l'un et l'autre et l'interaction entre les deux. C'est très compliqué d'expliquer à une génération qui aujourd'hui est en danger. Il y a un vrai danger. Je ne veux pas être super alarmiste, faire flipper tout le monde, mais il y a un vrai danger des réseaux sociaux, de leur capacité technologique à mettre un pied dans notre psychologie et dans nos rapports sociétaux. C'est déjà le cas. Il y a déjà une modification de nos rapports sociaux. On a beaucoup de mal aujourd'hui à rencontrer un partenaire, un conjoint, à faire sa vie avec quelqu'un autrement que par Internet. Enfin, il y a des stats qui sont sorties, je ne pourrais pas vous les donner, mais j'en ai tellement lu en diamétral. Enfin, c'est flippant de voir que le réel n'a plus d'impact dans notre vie de tous les jours et qu'il est boosté et dopé au numérique. Donc, mon mot, en tout cas mon message, il est celui-là. Au lieu de flipper pour savoir si ça va avoir un impact sur les élections ou pas, quel est l'impact sur nos enfants, comment les protéger, la prévention, c'est un travail qui est à faire tous les jours par les parents, par les enseignants, par les forces de l'ordre. Tous les gens qui ont une responsabilité par rapport à des gens qui ne sont pas armés pour ça doivent prendre leurs responsabilités. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Tu as raison, mais pour revenir au sujet démocratique, on a aussi toute une tranche d'âge, les plus de 60 ans, qui ont vu débarquer ces réseaux sociaux, qui les ont pris en main assez tard. Ils ont tous une carte d'électeur. Oui. Et eux aussi, ils ont cette, peut-être pour certains, une naïveté relative par rapport à l'information et la crédibilité du média. Moi, je suis d'une génération où je croyais à la presse quand j'étais gamin. Ouais. Je croyais ce qu'on me montrait. Ouais. La sensibilisation, il faudrait qu'elle soit pour tout le monde. Ouais. Avant de parler de sensibilisation, ce serait peut-être bien d'être clair sur l'effet réel ou non des deepfakes, notamment dans le cadre des élections. Donc c'est vraiment une question, en fait, on parlait du fait de laisser les GAFAM, moi je vais encore les appeler les GAFAM, prendre en charge cette question. En fait, c'est un vrai sujet de gouvernance. Est-ce qu'on a envie de mettre dans les mains des réseaux sociaux ce genre de pouvoir, parce que c'est vraiment, au sens politique du mot, c'est vraiment une question de pouvoir. Est-ce qu'on veut que ce soit eux qui deviennent les censeurs? Est-ce qu'on veut que seulement quelques petits individus de la Silicon Valley décident quels vont être les paramètres dans leurs algorithmes de modération et donc quelque part qui vont aussi décider ce qui est censé être une information digne de confiance ou non?
Et ça, ce qui est plutôt bien, donc dans mon rôle d'expérimentatrice qui amène des données, eh bien, c'est que dans ce cadre-là, on a quand même un petit peu de recul maintenant. Et on a des informations qui viennent des chercheurs en sciences politiques. Là, je pense notamment à une recherche, un papier qui est sorti en 2024 de Labuse et Nerig. Si vous voulez, je pourrais donner le papier, qui montre donc qu'en 2023, dans 11 pays, les deepfakes ont contribué en fait à créer une forme de pollution, en fait, de pollution informationnelle, en rompant la confiance, en créant de la confusion en fait chez les électeurs. Donc il y a vraiment un sujet, il y a des effets qui ont été démontrés, mais on n'est pas non plus, là je tiens à le dire, c'est ces auteurs qui le disent, on n'est pas dans une infocalypse. Donc on n'est pas dans l'apocalypse de l'information qui se définit comme l'ère des deepfakes, au sein de laquelle... Non, je pense qu'il faut quand même mesurer. Ça a un effet. C'est aussi difficile de quantifier quel est l'effet spécifique des deepfakes par rapport aux autres types de fake news. Excuse-moi, je veux pas t'interrompre, mais je suis obligé d'intervenir pour te dire que... Je vais quand même le faire. Mais c'est la manière polie d'interrompre Tout à fait, quelqu'un quand tout à tu veux fait. absolument placer le truc. Allez. Tu vois. Mais en fait, dans ce que tu dis, c'est suffisamment important et pour moi suffisamment grave pour ne pas dire qu'on a déjà censuré, par exemple TikTok, en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des morts, et on a plus que supputé. On a décidé, parce qu'on a vu que sur TikTok, il y avait du contenu qui allait pousser les gens à sortir et à prendre les armes et à aller dans l'insurrection. Et on s'est dit, oui, là, c'est une forme d'infocalypse, parce que des gens meurent, parce qu'ils ont des infos qui leur disent, attendez, si vous vous réveillez pas, sauvez votre terre, il faut aller buter des gendarmes. Et ça s'est passé, pour de vrai. Non, mais Tu vois où je veux en venir? Non, mais il faut être précis. C'est exactement ce que je disais avant que tu me coupes. C'est que quel est l'effet du deepfake d'autres formes de mésinformation. Quelle est la part d'impact? Voilà, quelle est la part? Et c'est important de le calculer. C'est aussi important de ne pas utiliser sans réfléchir à ces termes, parce que infocalypse, ça veut dire nous sommes dans l'ère au sein de laquelle il est impossible de détecter, de démêler le vrai du faux. Et rien que le fait d'utiliser cette expression-là, c'est une prophétie autoréalisatrice. On dit ça à tout le monde, et bien ok, on ne peut plus savoir ce qui est vrai du faux, et on crée de la confusion et on rend les choses encore plus compliquées. Moi, je pense qu'on peut parler de ces choses-là, être très précis, tout en étant quand même modéré. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête une chose, c'est que la technologie avance à une vitesse vertigineuse, que tous les jours, on a des nouveaux outils qui sont de plus en plus perfectionnés et c'est ça qui est très important à avoir en tête, qui sont de plus en plus simples à utiliser pour le grand public. Ça veut dire qu'il y a une espèce de courbe exponentielle de qualité des réalisations deepfake et en plus une capacité, un taux de pénétration, si je pouvais dire ça comme ça, de plus en plus important de gens qui sont capables de les faire. Parce que les logiciels sont de plus en plus simples. Mais c'est là où... Et ça change énormément la donne par rapport aux études. C'est-à-dire que le problème d'une étude, c'est qu'il faut faire une étude sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Sauf que en 3 mois, 6 mois, 1 an, je rappelle, ChatGPT a même pas 2 ans. ChatGPT a 2 ans. En 2 ans, on a vu arriver la capacité de faire des images ultra réalistes, avec par exemple Midjourney, des capacités de faire des vidéos ultra réalistes. Et je parlais des émotions tout à l'heure avec Runway, avec Minimax et plein d'autres. Des capacités d'imiter parfaitement la voix avec Eleven Lab, avec Agent, etc. Et donc ma vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de réguler ou de réglementer tellement la vitesse des nouvelles technologies est rapide et vertigineuse. Et je rejoins un peu là, la remarque de Karim. Pour vous donner un petit peu ce qui se dit à distance, donc on a Stéphane qui dit le sujet n'est pas nouveau, pourquoi l'homme a inventé le langage pour introduire le mensonge? Si je suis témoin d'un accident de la route, je détiens les informations proches de la vérité telles que perçues directement. Dès que je vais écrire cet incident, je vais introduire des billets. Et il y a Giorno qui dit Nadia voit de la raison. C'est vrai. Je suis d'accord avec la première remarque. En réalité, ce que font les deepfakes, c'est pas nouveau. Ils vont ils vont contribuer à accentuer et
profiler réellement les biais cognitifs. En fait, ils vont jouer sur des biais cognitifs qui ne sont pas nouveaux. Ils étaient déjà présents, mais grâce au deepfake, effectivement, on peut potentialiser ces effets. Et nous, on aime bien dire que les deepfakes, en fait, c'est de l'ingénierie sociale classique, boostée aux hormones, en fait. C'est tout, c'est la techno. Et les technos à venir vont faire que ça va être de plus en plus crédible, avoir de plus en plus d'impact, mais ils n'ont rien inventé. Ça s'appuie toujours sur des ressorts historiques. On prend des données, du renseignement, des données des personnes, des photos, des extraits de voix, choses qui se faisaient déjà, enfin des arnaques comme ça. Fut un temps, les gens mettaient des masques, maintenant il n'y a plus de masques. C'est directement la techno qui le fait. On écoute Nadia, j'ai entendu la voix de la raison. On reconnaît son parcours, on reconnaît son expertise. Ce qui manque beaucoup dans cet univers-là, c'est les référents. Tu parlais, Philippe, tout à l'heure de médias. Je suis désolé, mais il y a des médias qui font un job. Il y a des journalistes qui font un job excellent. Et ils indiquent quand ils se trompent. Et je pense que là, on vit une période où on s'attaque aux experts, on banalise l'expertise, on la met au même niveau que n'importe qui, du jour au lendemain, parce qu'il a un taux de clic supérieur à la moyenne, va se dire « je deviens un expert ». Donc on est un peu... voilà, moi je voudrais qu'on restaure, je dirais, cette expertise, ces référents, ces référentes, de façon à pouvoir, je dirais, aider à la suite à trouver une réponse entre nous. Mais il faut avoir conscience qu'on n'écoute plus, on banalise la bêtise et on n'écoute plus l'expertise. Et je pense qu'on devrait revenir sur ces fondamentaux-là pour dire, bah oui, il y a un cursus scolaire, oui, il faut lire, pas forcément des vrais livres à des papiers, et oui, il faut discuter avec les gens, et oui, il faut apprendre. Et je trouve qu'il faut restaurer ça, l'expertise. Ça dépend qui le dit. Tu vois, Edward Snowden, quand il dit c'est très compliqué d'expliquer aux gens qui vivent dans un gros mensonge. Edward Snowden, c'est un expert en sécurité et en renseignement. Ce type-là, au péril de sa vie et de pas mal de ses potes et ses proches et sa famille et sa copine, il a révélé des choses très graves sur justement les mensonges ambiants que des médias internationaux essaient ou diffusent directement. Ça, moi, j'ai quand même beaucoup de mal à me dire. Moi, je suis quelqu'un qui doute de nature, donc je le dis ouvertement, puis je suis sûr d'à peu près rien, sauf de ça. C'est qu'il faut tout remettre en question, quitte à ce que ça nous prenne du temps, parce qu'on va beaucoup trop vite, même dans les technos. On prend plus le temps de s'asseoir, d'échanger, même si des fois je coupe la parole. mais c'est l'enthousiasme. Mais oui, et puis c'est la passion du sujet. Mais on vit, moi je suis aussi désolé de le constater, comme de le dire, on vit aussi dans une société du mensonge. Le deepfake, il date pas d'hier. Aujourd'hui, on parle de deep learning et de capacité à utiliser la technologie à mauvais escient. Mais l'humain est comme ça. À chaque fois qu'il a inventé un truc, c'est une dinguerie. On invente de la poudre à canon pour buter les gens. Les plus grandes découvertes, elles sont nées dans le domaine militaire, pas dans l'erreur, pas dans le hasard. Là, on va parler des cas d'usage. D'ailleurs, alors ça c'est intéressant. Tu parles du militaire. Ça y est, j'ai balancé du napalm. C'est bon, on peut y aller. On va y aller avec le militaire. Alors, on va devoir avancer parce que j'avais d'autres questions de prévues. Donc avec Anotherway, pour la préparation de cette émission, on a voulu faire un sondage. Donc on a posé la question à l'écosystème de la cybersécurité. On leur a demandé: surestime-t-on la menace que représentent les deepfakes? Donc vous voyez, on a quand même 896 votants avec 15% de oui, 75% de non et 10% de ça dépend. Donc le non est prime. Donc, avant de passer à la prochaine image. On va être 800 ici quasiment, tu vois. Donc, je vous partage une petite image, on va jouer un petit jeu ensemble. Trouver les deepfakes. Donc, on a 4 belles images. Donc, pourquoi Karim Lamouri, Jérôme Coutou, Philippe Luc et Elon Musk. Qui sont les deepfakes? Il n'y a que des vrais, là. Il n'y a que des vrais, hein. Il n'y a que des vrais. Alors, à distance, pour le public qui nous regarde, est-ce que vous arrivez à déterminer ou à identifier qui est le vrai du faux, qui est l'image d'origine et quels sont les deepfakes? Je pense que c'est Elon Musk. Ça me paraît évident que le vrai, c'est Elon Musk. C'est la vraie photo. Le faux, c'est Karim Lamouri, hein, je pense. De toute façon, on sait que c'est Julien Métayer depuis que... Moi, je peux dire que j'ai mis le même t-shirt qu'Elon Musk. Moi, j'ai revu ma coupe de cheveux aussi. Ouais. Alors, bon, vous trois, vous savez quelle est la vraie photo, parce que vous êtes dedans. Mais typiquement, Nadia et Didier, est-ce que vous trouvez ça quand même assez impressionnant, ou est-ce que ça vous pose au moins le doute? Oui, clairement.
Je précise juste qu'en plus, ça c'est des photos, mais d'un truc live. C'est-à-dire Ouais. que le logiciel qu'a fait Karim, c'est un deepfake live vidéo. Et ben c'est ma Donc- question. Bah, justement. Déjà, je suis Jérôme, donc on va remettre les choses dans le contexte. C'était marrant d'avoir l'apparence de Karim Lamouri, c'est toujours sympa. Mais si je fais ça, est-ce qu'on voit Tu es un lézard, en on fait. voit, Je ton suis sûr que teint, tu as- je vois ton teint Tu marocain. fais partie du complot. Alors, Il y a pas on une me fois dit qui c'est devait Karim répondre à la Lamouri. On me dit c'est Karim Lamouri, le deepfake, il est bien plus beau en vrai. Apparemment, genre, Alors, c'est d'une banalité. J'entends ça 50 fois par jour. C'est parce que Julien, ça d'ailleurs. m'émeut pas. C'est Julien. Je suis sûr. J'en suis sûr. Giorno. Mais- Moi aussi, je t'aime. Mais on se pose pas de questions. Ouais, et alors? Ouais. Ce Alors- que j'apprends là, c'est que aujourd'hui, pas mal d'individus vont dire, ok. Ouais, ce que disait Et Nathan. même quand on dit, ah non, là c'est un deepfake, ouais, et alors? C'est ça qui m'a inquiété Ce dans qu'a le dit propos. Nadia. Ben, moi, j'ai envie de répondre à la question, mais alors? Et surtout sur la rapidité. Tu as évoqué la rapidité. Voilà, raconte-nous peut-être, Karim, et puis tu rajouteras, Jérôme, comment tu as Pardon. fait ça et qu'on recontextualise les images. Comme ça, justement, Jérôme, tu pourras En rebondir sur cette petite rapidité. introduction de 4 secondes, je dirais que déjà c'est assez flippant parce que c'était insomnie, 3h40 du matin, cette nuit. J'envoie un message à Jérôme Coutou qui répond à 3h42. Donc voilà, est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est un humain? Le digne successeur de Julien Métayer. Voilà, je lance la rumeur, est-ce que c'est une vraie personne ou pas? Ça ne veut rien dire, hein, si je touche. Non, c'est un robot. Ça s'est fait sur un PC, c'est un PC de bureau. J'ai téléchargé un script sur GitHub, c'est-à-dire que c'était à la portée de n'importe qui a des petites compétences informatiques, à savoir faire tourner un script sur une machine sous Windows ou sous Linux ou sous macOS. Donc ça reste quand même à la portée de tout le monde en termes de récupération des fichiers, des sources. Mais il faut connaître un minimum le fonctionnement d'une application qui a été compilée, qui est faite pour tourner dans un système donné. Donc ça m'a pris 5 minutes pour le télécharger et le mettre en place, quelques librairies, quelques artifices, et en un quart d'heure, je prends les photos que je trouve sur LinkedIn de mes compères et j'en fais quelque chose de complètement exploitable. C'est le côté flippant de la chose. Et même moi qui suis rompu à des exercices techniques tous les jours, ça me fait toujours flipper. Je crois que je m'en suis jamais caché. Les IA, je n'aime pas ça. Je suis un vieux daron à l'ancienne. Je m'assois encore par terre pour boire mon thé à la menthe dans mes montagnes, et ça me va très bien. Ça, c'est véritablement la chose qui sert à rien. Un deepfake, ça sert à quoi? Se former sur les deepfakes pour aller les enseigner, à part pour prévenir les gens, pour la prévention et pour la sécurité, oui, mais ça ne sert à rien. Je comprends même pas qu'on fasse des sondages pour dire s'il y avait un logiciel à 5 $ et que je vous mets toutes les fonctionnalités en plus pour 7 $, vous choisiriez lequel? À part pour le côté ludique et se marrer avec des potes, ça, c'est dangereux pour la société. Donc, en très peu de temps, on peut faire quelque chose qui peut beaucoup plus nuire que faire marrer. En fait, aujourd'hui, ça a pris une dérive où c'est préoccupant. Et il faut, oui, que les régulateurs, les législateurs s'en saisissent. C'est une arme numérique. C'est sous-estimé pour la raison suivante, c'est que le phishing, ça marche. Smishing, ça marche. Le vishing, ça marche. Ah ouais. Et là, ça arrive, ces puissances... C'est ça. Et ça marche, mais c'est encore plus Donc, cher. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire rapporte plus. que ça arrive dans un contexte où ça marche tellement bien. Mais oui. Et donc ça enrichit les attaquants Eh de oui. plus en plus, qui ont de plus en plus de moyens pour attaquer plus fort, etc. Je voudrais répondre à la question du et alors, et ça rejoint. Attends, et c'est fait avec une machine à 200 balles. Hein. Mais c'est ça. C'est Non, mais avec un c'est- PC de bureau. Ce qui est fou, c'est flippant, le à la et portée de alors. tous. Pour répondre au et alors, c'est quoi? Ça, c'est un logiciel de deepfake live. Ça permet quoi, ça? Ça permet de faire une visio avec le faux Karim Lamouri. Et j'ai un exemple d'un deepfake qui a été utilisé en visio live avec 6 personnes dans la visio, dont 5 qui étaient des IA. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont extorqué 25 millions de dollars à une personne qui n'a pas pu réagir parce qu'il y avait son patron, parce qu'il y avait... Et c'est la réalité du deepfake était incroyable. Ça, c'était à Hong Kong. Et C'est le à Hong pire, Kong. on parlait de cognitif en plus, c'est que la police, dans son rapport, a dit que la personne avait reçu un mail d'invitation pour se connecter à la visio. J'ai accepté. Elle pensait que c'était un phishing, mais quand elle a vu que dans l'invitation, il y avait ses collègues, elle s'est connectée, Oui. elle a vu ses collègues, Oui. elle s'est sentie en confiance. En confiance, exactement. C'est Ouais. ça qui est terrible, c'est qu'en plus c'est... Et là, vous voyez, on parle d'un cas qui est à l'autre bout du monde. Oui. Moi, j'ai eu le témoignage d'une personne proche dans son entreprise, en France,
où il leur a fallu 20 minutes pour se rendre compte que le dirigeant avec qui il parlait, c'était un deepfake. Et comment ils ont pu le découvrir? C'est qu'ils ont commencé, au bout de 20 minutes, à se rendre compte que c'était un peu bizarre quand ils rentraient dans le détail de certains dossiers où il était hors process. Et ils lui ont envoyé un SMS pour dire « Tout va bien aujourd'hui, t'as l'air bizarre, et de quoi vous me parlez ?» La réponse. Et là, ils ont compris qu'ils n'étaient pas avec la bonne personne, ils ont raccroché. Flippant. L'histoire, c'était à peu près ça. En France, D'où il y la a quelques nécessité d'avoir des process dans les entreprises. Et effectivement, ça va être un enjeu majeur dans les années qui viennent pour les entreprises, de mettre en place des procédures de vérification, de la même manière qu'on a la double authentification. Et ben, quand vous allez vous connecter à une visio, quand vous allez avoir des mails, il faudra douter de plein de choses, et notamment avoir des procédures de sécurisation. Alors, c'est déjà compliqué aujourd'hui avec ces doubles authentifications partout, ça devient complexe, même pour la personne lambda, hein. Mais il va falloir mettre en place, effectivement, à certains niveaux de la hiérarchie des entreprises, des solutions. Mais t'imagines, s'amuse à distance. même aujourd'hui, Pardon. J'ai rigolé, mais c'est même parce qu'à distance, on aujourd'hui, en s'amuse. parlant de double authentification, il y a des gens qui donnent leur code SMS. Exactement. C'est ce qu'on tourne. C'est un problème 10 fois de également de suite. formation. Et C'est ce qu'on Tu a vois. connu dans les arnaques d'antan, et c'est juste augmenté. L'arnaque au président, ça existe depuis toujours, depuis le fax, depuis le téléphone. Là, tu as parlé de smishing, de vishing, bon, bref, tous les trucs. L'univers en ring. Ouais, tous les trucs en ring, bling bling. Mais au final, c'est juste une utilisation de la technologie d'aujourd'hui. On est en 2024, on verra ce qui se fera en 2025. Ce sera utilisé pour arnaquer les gens, tout simplement. Alors Stéphane aujourd'hui, il veut Ah nous oui. faire rire, vraiment, c'est pour ça que j'ai rigolé, qui dit au Japon et aux USA, il est possible de faire revivre les morts via une IA. C'est vrai que j'ai vu sur Exactement, oui, Instagram oui, pour oui. le coup. J'ai déjà prévenu mes enfants, oubliez ça ou je reviendrai vraiment au théâtre. ça, c'est hyper intéressant pour l'IA émotionnel. Il est Thierry fort. qui demande Il est fort. est-ce que ce débat est en deepfake avec un petit C'est une smiley. excellente question. On se l'est posé Réponse à la fin. plusieurs fois. Alors, Nadia, j'avais une question pour toi. Dans l'un de tes articles, tu évoquais l'utilisation des technologies de deepfake, mais dans le domaine des call centers. Ah. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a 2 ans de cela, je discutais avec des personnes autour de moi et je leur disais, quand on parle au téléphone, moi je souris parce qu'on m'entend sourire. Et je disais, je trouve que l'émotion est beaucoup plus... Ça s'entend quand quelqu'un vous parle au téléphone et qu'il est en train de sourire. On m'avait dit, bah non, on peut pas voir. Et moi je disais, franchement, souris quand tu parles à quelqu'un, tu verras que la conversation ira mieux. Et finalement, c'est un peu ce que tu dis dans cet article. Moi, ma question, c'est du coup sur la communication de nos émotions, qu'est-ce qui va rester de l'humain ? Alors, déjà, je vais répondre par rapport à ton intuition, qui est tout à fait juste. En fait, on entend très bien au téléphone quand un individu est en train de sourire, parce qu'en fait, l'étirement des lèvres, qui est lié au sourire, va également créer des modifications au niveau de l'appareil phonatoire que l'on entend. Mais en fait, on est habitué, nous, humains, ce qu'on fait de manière complètement non consciente, c'est qu'on fait des associations. Donc, j'apprends, en fait, qu'à chaque fois que tu souris, ta voix va avoir une certaine intonation, certains paramètres acoustiques. Tout ça, on sait le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on est capable de créer des fausses émotions dans la voix, qu'on est capable, donc dans le cas du call center, de créer un faux sourire dans la voix des employés de call center, mais également de gommer la colère dans la voix des personnes qui vont appeler ces centrales d'appel. Donc, ces deux scénarios dont je parle là, en fait, ce sont ces vignettes que j'avais imaginées à l'époque et que j'avais soumis à l'acceptabilité morale des individus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette deuxième utilisation, celle de gommer la voix des clients en colère, eh bien, elle va être mise sur le marché. Là, on sait depuis cet été que SoftBank, qui est une énorme compagnie japonaise, a annoncé que d'ici 1 an, elle allait proposer ça au call center pour veiller au bien-être des employés de call center qui reçoivent un peu trop d'animosité de la part des clients mécontents, alors qu'on est quand même au Japon et qu'au Japon, voilà. Le bien-être au travail. Non, c'est pas ça. C'est surtout qu'ils savent, ils savent mesurer l'expression de leurs émotions. Donc, c'est ça que je veux dire. Parce qu'ils en ont pas. C'est des tout le temps. C'est particulièrement intéressant. Pardon à mes copains japonais. Non, mais ce que j'aime bien dans ta question, c'est que tu demandes ce qu'il va rester. Et ce que ça met en évidence, c'est qu'en fait, en effet, quand on emploie ce type de technologie, on ne change pas les mots
qui sont utilisés. L'idée, c'est qu'on garde le contenu linguistique, donc ton discours dans le vocabulaire qui est utilisé va rester le même. Par contre, ce qui va bouger, ce qu'on va modifier, c'est ce qu'on appelle le paralinguistique. C'est toutes les inflexions de voix, c'est tout ce qui va donner une certaine coloration et qui communique aussi en fait de l'information. Donc, plutôt que de poser la question de ce qui va rester de l'humain, moi, ce qui m'intéresse, l'enjeu, c'est de savoir ce qui va rester de l'information qu'on a voulu communiquer, quel sens qu'on a voulu donner en utilisant, en parlant, en fait, par un discours. Donc, c'est là-dessus aussi, peut-être qu'il faut être sensibilisé au fait que changer les inflexions de voix, changer le paralinguistique, ça joue beaucoup sur ce qui est véhiculé comme message, en fait. Parce que j'imagine que si quelqu'un est frustré et qu'il veut que ça se sente, voilà, on est aussi frustré, on va utiliser certaines intonations pour transmettre le fait qu'on est... Si je te dis en souriant, j'ai vraiment envie de te buter aujourd'hui. Mais oui, un peu c'est super gentil, c'est mignon, mais ça dénature complètement le message. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de communication, on va arriver à un stade où finalement on va être même incapable de pouvoir transmettre nos émotions. Alors je sais que certaines émotions sont mauvaises et je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de se faire engueuler au téléphone et que c'est pas agréable, mais ça fait aussi partie de la part humaine que de pouvoir transmettre ce qu'on ressent. Et là on est dans une situation de ce que je comprends, parce que je l'avais vu effectivement pour le sourire, mais là on est dans une situation où tu as quelqu'un qui essaye de t'expliquer qu'il est frustré, énervé, en colère et qu'il est peut-être à bout, mais en fait en face il entendra quelqu'un de très agréable, de très calme, et du coup il ne comprendra pas qu'il est face à quelqu'un peut-être qui est à bout. Je trouve ça un peu dangereux de pas... C'est dangereux, et puis après il y a un autre versant de ça, c'est qu'aujourd'hui les IA conversationnelles sont tout à fait capables d'avoir une relation avec le client hyper qualitative, sans s'énerver, avec les bons scénarios, et qui vont être, je pense, plus puissantes et plus efficaces que ces artifices. Pour moi, c'est des artifices qui font que soit le client, effectivement, on lui trafique quelques éléments, soit celui qui répond, on évite qu'il réponde violemment. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les IA conversationnelles sont de plus en plus capables. Alors après, on peut citer une étude qui peut être controversée, mais c'est une étude de Google qui a été faite sur les médecins, avec des médecins IA, des vrais médecins, des patients IA, des patients réels. Et ben en fait, l'empathie perçue, pas l'empathie réelle, mais l'empathie perçue par les vrais patients était largement du côté des IA médecins. Largement. C'est-à-dire que non seulement dans cette étude, le diagnostic des IA était meilleur que celui des médecins, mais surtout l'empathie perçue par les vrais patients était bien meilleure par des IA médecins que par des vrais médecins. Et pour avoir discuté avec notamment 2 médecins récemment, qui sont des pontes en médecine sur certaines spécialités, ils disent un truc qui est assez juste. Le médecin, à 8h du matin, il est plein de patates, il est super motivé et il est hyper sympa. Seulement, quand il a fait 50 patients et qu'il est 17h, ou plutôt 19-20h, et qu'il a envie de rentrer, là, il ne sera pas du tout au même niveau d'attention, d'empathie, etc. Contrairement à une IA qui sera toujours... Tu es en train de dire que les médecins, c'est des enfoirés en fin de Pas du tout, je respecte. Et heureusement qu'ils sont là. Mais n'empêche que c'est une donnée à prendre en considération, c'est qu'on s'aperçoit que dans le conversationnel, de plus en plus, les IA sont très performantes et il y a une logique d'empathie perçue. Je rappelle que l'IA n'a aucun but. L'IA, ce sont des algorithmes. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de volonté d'être sympa avec vous. Seulement, nous, par anthropomorphisme, encore une fois, on pense qu'il est sympa avec nous. C'est pas que dans... Une projection. Excuse-moi, je te coupe. C'est pas que de l'anthropomorphisme qui est en jeu là. Effectivement, il y en a, mais c'est la manière dont sont programmés en fait ces chatbots. C'est le fait qu'on utilise des données des sciences cognitives, de l'informatique émotionnelle. C'est exactement ça la discipline qui nous a permis de profiler, de détecter ce qu'est une voix convaincante, ce qu'est une voix qui va charrier une impression d'empathie ou qui a confiance en elle. Et ces paramètres-là, qui viennent de l'humain, en fait, on va les appliquer à des voix artificielles. C'est très juste. Donc, c'est ça qui se passe, en fait. C'est pas juste une question de projection. C'est qu'en fait, on se sert de nos modèles cognitifs humains et on les applique en fait à des machines. Ouais. C'est pas que de très juste. Non, mais c'est très juste. Il y en a des études à faire. Alors justement, parlons d'études.
Il y a du En boulot parlant pour Valentin. d'études, alors on Ouais. a l'état des lieux de l'exposition cyber des dirigeants en France qui a été fait par Anotherway, dans lequel on retrouve que 70% des dirigeants ont une exposition cyber à haut risque. Donc ma question c'est qu'est-ce que cela implique et surtout comment ça se fait? Est-ce que les dirigeants sont des cyber-analphabètes? Enfin, comment on en arrive à ce chiffre-là? On en arrive à ce chiffre-là en reprenant la méthode qu'a utilisée Karim pour faire le groupe d'Elon Musk À et ses 3 heures trois du matin. copains. Ouais, à 3 heures du matin. Il a été prendre nos visages sur LinkedIn. Oui. Il a fait de l'OSINT, du renseignement d'origine source ouverte. Il a été voir qu'est-ce qu'il y avait comme données en source ouverte publique sur nous. Et puis à partir de là, en quelques secondes, hein, ça n'a pas dû être très long. Niveau 0 pour nous trouver. Ouais, c'est le niveau 0, mais bravo, t'es brillant en tout cas. Julien serait fier de toi. Et à partir de là, il a pu commencer à s'amuser et puis prendre une photo, mais il aurait pu faire des choses beaucoup plus drôles, mais je te remercie en tout cas de t'être auto-censuré. C'est la même chose pour nos dirigeants. Les dirigeants, cette étude que l'on a faite, nous on protège aujourd'hui à peu près un peu plus d'1 millier de dirigeants contre les attaques par ingénierie sociale. Et quand ils discutent avec nous, on a de plus en plus qui disent, pour les entreprises cotées particulièrement, moi ma plus grande crainte aujourd'hui c'est un deepfake. Un deepfake qui va faire dévisser mon cours en bourse. Et on ne saura pas le gérer. On ne saura pas gérer ça. Et une poignée me disent, moi j'ai déjà été victime d'un deepfake. Donc là, on se dit alerte rouge pour nos entreprises françaises, parce que là on parle de beaucoup d'argent. Quelques minutes de chute en bourse, ça peut être 1,5, 2 points, 4 points, 5 points de baisse sur une journée. On parle de centaines de millions d'euros pour certaines entreprises très cotées. Donc les dirigeants sont 12 fois plus ciblés que les autres collaborateurs, parce que ce sont des portes d'entrée faciles. Puis si on veut déstabiliser une entreprise sur son cours en bourse, le plus simple c'est le dirigeant de le faire parler. Et on le voit quand on parle des deepfakes, on est très orienté sur le visage, sur la voix, mais il y a tout le contexte. Parce que pour que ce soit crédible, il ne faut pas juste que vous parliez dans un deepfake, c'est qu'est-ce que vous allez dire qui correspond à votre réalité. Donc ça veut dire que les pirates, les criminels, quand ils vont faire un deepfake, ils vont se renseigner sur chacune des personnes, récupérer des informations. Précisément. Ils vont aller voir quelles sont les données des dates de naissance, leur vie de famille, leurs amis. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est 2 personnes sur 3, 2 dirigeants sur 3 ont un profil de réseau social ouvert au public. Mais tout, leurs photos, leurs amis, ce qu'ils font, leurs loisirs, leurs centres d'intérêt, tout est public. On va même aller plus loin. 80% d'entre eux, je suis désolé, je suis dans les chiffres, mais on n'en a pas encore donné des chiffres, mais 80% d'entre eux utilisent le même mot de passe 4 à 5 fois. Au moins 4 à 5 fois. 50% d'entre eux ont au moins un mot de passe en clair dans le dark web. Si j'ai accès à vos messageries, j'ai accès à toute votre vie, j'ai accès aux procédures de votre entreprise très certainement, et ce qui nous ramène à l'arnaque à Hong Kong qui est de 25 millions de dollars, comment on peut se faire passer pour des dirigeants ou des collègues d'une entreprise? Il faut bien connaître les procédures. À un moment, quand on est dans une réunion, qu'on va passer une demi-heure ensemble, il va falloir être informé. Ça commence par de l'espionnage, ça commence par l'utilisation de toutes vos données, vous connaître mieux que votre propre mère pour s'introduire. Et nos dirigeants français sont particulièrement en danger. Alors, je ne veux pas crier au loup, mais 70% d'entre eux aujourd'hui ont une exposition qui permettrait d'usurper leur identité, de récupérer ces données, de réaliser des deepfakes. Et donc plus concrètement, on va aller un peu plus loin. Donc, on s'est fait avoir, il y a un deepfake, on n'a pas vu le deepfake, on a cru que c'était un vrai. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les premiers gestes à avoir? Est-ce qu'il y a un numéro spécial? Qu'est-ce qu'on fait? Non, alors il n'y a pas de numéro spécial deepfake. Est-ce qu'il faudrait y en avoir? Bien sûr. Je pense... Sur la formation, Peut-être déjà, ça serait quelque chose que l'État pourrait faire. Ça, c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, dans certains pays, l'État prend en compte cette menace, effectivement, et fait des campagnes d'information. Je pense qu'il devrait y avoir des campagnes d'information, comme on le fait pour les maladies, comme on le fait pour la prévention de certaines choses. On devrait faire un site dédié à la menace des deepfakes, pour le grand public, comme pour les entreprises. Je pense que même d'ailleurs, c'est un sujet dont les CCI vont s'emparer sans doute, etc. Parce que je pense que c'est un sujet qui est à la fois de société et pour les entreprises. Je me permets, je ne suis pas sûr que le sujet soit le deepfake. Je pense que le sujet, c'est la désinformation. Oui. Et que le deepfake est l'outil qui permet de l'amplifier. Tout à fait. Et qui nous permet de tomber dedans. Le deepfake est un outil.
C'est pas le problème en lui-même. Le problème, c'est la désinformation et les objectifs de la désinformation. Enfin, c'était juste pour. Mais je pense que c'est un mot attrape. Oui, c'est un peu voilà. comme le métavers, même si le métavers a baissé en hype, on va dire. Mais je pense que le deepfake, c'est un mot hype qui va sensibiliser peut-être les gens, qui va attraper les gens pour aller plus loin sur cette menace. Les entreprises ont les moyens de se protéger. Les entreprises... C'est déjà le détecter et pouvoir le signaler. Je pense qu'il faut renforcer ça. Et même en tant que citoyen, de pouvoir le déclarer, afin de ne serait-ce que voir l'évolution, de voir matérialiser cette menace. Oui. Parce que Philippe a utilisé des exemples avérés, mais c'est important de suivre l'évolution de la menace, au même titre que le phishing et autres joyeusetés. Donc la première des choses, c'est déjà de voir comment on organise l'alerting. Dans une entreprise, on a tout le dispositif. Oui. Il va falloir renforcer certains points, ne serait-ce qu'en détection, mais il y a un dispositif cyber qui est en place. Par contre, en tant qu'individu, parce que la plupart des dirigeants ont une activité extra-professionnelle, dans des associations professionnelles, avec un écosystème. Bref, je pense que c'est ça qu'amène Philippe aussi, c'est cette notion de l'empreinte numérique du dirigeant. Ce n'est pas que son activité dans son entreprise. Oui. C'est son image médiatique, c'est personnel, familial, etc. Oui. Et c'est ça qu'il faut mieux appréhender, c'est cette zone grise, perso, pro, et sur lequel il faut l'embrasser, il faut prendre en compte ce périmètre. Il y a le service aux professionnels, et pour le coup, à Anotherway, c'est un peu votre dada. L'empreinte numérique, vous le voyez à 360 degrés. Mais pour le particulier, c'est ce qui est très flippant, c'est que... Alors, il n'y a pas un no man's land en France, quand même. Nous, on n'a pas trop de rapport avec eux, mais en tout cas, on est connecté tous les jours sur leur site. C'est cybermalveillance.gouv.fr. Tout à fait. Ils font un super travail, il faut le dire. Oui. Et le répéter, ils le font pour le particulier, donc les familles, les enfants, les collectivités publiques, les TPE, les PME. Franchement, personne n'est en reste. Donc, il y a une source d'informations. Allez sur leur site internet. Il y a vraiment une mine d'informations. Ça reste une petite équipe, parce qu'ils ne sont pas 2000 non plus. Mais pour une petite équipe, c'est quand même l'État. C'est une entité de l'État qui travaille à informer la population. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de spots publicitaires là-dessus. C'est un enjeu sociétal. Tout le monde doit être au moins informé. Et pour se protéger, il faut s'informer. Et nous militons pour plus de moyens sur cette structure gouvernementale. De la pub. Non, mais c'est ça. Mais il faut accompagner ça. Mais si on réfléchit bien en termes de risque, alors c'est un sujet qu'on n'aime pas trop en France, mais il faut faire de la prévention. Quand le deepfake est réalisé, c'est trop tard. On a passé une journée, un jour, à réfléchir à ça. Alors ça commence avec des petits scénarios sympas. Ça arrive à des choses extrêmement graves qui nous font froid dans le dos, ou même ça, on n'arriverait pas à le proposer à des clients qui voudraient faire des tests de deepfake en disant non, c'est trop grave de faire ça. Le deepfake, il y a un moyen de le rendre plus complexe, c'est la gestion de l'empreinte numérique. C'est faire en sorte que ce ne soit pas si simple de choper ma photo sur LinkedIn, de récupérer des vidéos, de récupérer ma vie privée, pro, des données confidentielles de mon entreprise, parce que ça va rendre la tâche beaucoup plus compliquée aux criminels, aux cybercriminels. T'imagines aujourd'hui, tu as combien d'heures de films avec toi, de vidéos? Alors c'est là, il faut parler après de la qualité des vidéos, parce que les deepfakes, on en parle, là ça m'intéresserait de vous entendre aussi, messieurs, qui l'expérimentez, mais c'est pas si simple à faire que ça, malgré, ça peut être rapide, il y a des deepfakes de qualité sur des personnes très publiques qui ont beaucoup des heures et des heures de vidéos. Pour des gens un peu moins médiatiques, trouver des vidéos, des photos, des bandes son de bonne qualité, c'est plus compliqué pour le faire à un coût raisonnable. Après, s'ils ont des centaines de milliers de dollars, c'est peut-être plus réalisable, mais je crois qu'il y a un sujet en termes de qualité. Même pour les outils, tu as des gamins, ils ont 16 ans, ils font ce que j'ai fait en 1 heure, ils le font en 15 minutes, parce qu'ils ont des machines de gamers, des GPU, donc des cartes graphiques qui vont compléter. L'expérience, c'est l'expérience. Tu ne vas pas tromper mes proches et mes collaborateurs avec cette photo-là. Non. Là, on parle des deepfakes qui permettent en live de t'estorquer 25 millions de dollars. Il faut d'autres moyens. Alors, moi, je veux juste replacer la question dans le contexte. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment je me protège de ça? La première chose, c'est une espèce d'étude, un audit, pour savoir quels sont mes risques potentiels. Deuxième chose, une fois que j'ai fait cet audit, je vais sensibiliser les acteurs, et tous les acteurs, parce que l'acteur, c'est pas le PDG.
c'est tous les acteurs, c'est la secrétaire, c'est l'assistante, ça peut être la femme de ménage, ça peut être plein de choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de former l'ensemble de leurs collaborateurs. Je voyais une conférence, je crois que c'est à Davos, où la PDG, je ne sais plus de quelle boîte, disait « je forme l'ensemble de mes collaborateurs ». 300 000 personnes. Et de plus en plus, les boîtes forment énormément. Donc, on fait un audit, une étude, on voit les risques, on sensibilise, on voit les risques potentiels et on prépare en amont les réactions possibles à ces attaques. Parce que si vous n'êtes pas préparé, et on parlait de vitesse tout à l'heure, c'est l'enjeu majeur sur un deepfake, c'est la vitesse, la capacité de réaction. Je sais que potentiellement, il peut m'arriver ça, donc j'ai fait des scénarios. J'ai préparé des scénarios de la même manière qu'on fait des plans de sauvegarde en cybersécurité. Là, l'idée, c'est d'être capable de réagir immédiatement, de sortir du tiroir. Alors, cette capacité à réagir très vite. C'est très important dans cette préparation de bien préciser, et on a vu toutes ces sociétés là qui adhéraient à la lutte contre les deepfakes. Il faut certifier l'identité, il faut certifier. Oui. Il y a un travail à faire avec la plupart de ces réseaux sociaux pour dire mon identité sur LinkedIn, c'est une identité. C'est le paradoxe d'Internet, l'identité numérique, tout le monde flippe. Et ça se prépare, effectivement, de dire ça c'est vrai, et parce que si tu n'as pas préparé ça en amont, tu vas aller dire à tous ces réseaux sociaux de couper. Ils vont dire mais attendez. Pourquoi, qui vous êtes On revient à la souveraineté, là, tout à l'heure. On revient à cette question de souveraineté. Donc, je suis complètement d'accord sur la partie prévention, mais n'oublions pas qu'il y a aussi de dire comment certifier l'identité, comment on certifie l'image et la vidéo. Et juste pour finir, après j'arrête, sur la réaction qu'a évoqué Philippe, qui est hyper importante, beaucoup de logiciels, il faut le savoir, beaucoup de logiciels interdisent de faire certains deepfakes. Par exemple, sur LinkedIn, vous êtes obligé de faire une vidéo, de vous enregistrer et d'être authentifié comme c'est moi qui vais utiliser ma propre image. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un. Il y a beaucoup de logiciels qui empêchent donc de le faire, mais attention, avec deux limites. La première chose, c'est qu'il y a des IA, on parlait d'Elon Musk, Grok, vous pouvez faire des personnalités, ce que vous ne pouvez pas faire sur d'autres logiciels. Il n'y a pas de régulation, c'est eux-mêmes, c'est éthique. Il y a de la régulation, mais il y a moins de régulation. Et ensuite, deuxième chose, il y a des intérêts aussi qui peuvent être machin. Et vous avez également la problématique qu'un PDG d'une ETI, voire d'une grande entreprise, il n'est pas dans le logiciel de Runway, parce qu'il n'est pas connu pour Runway. Ce n'est pas une personnalité pour Runway. Par contre, il peut gérer une boîte de 100, 200, 300 millions. Tu sais que le conjoint et là, il est en danger ou d'une grande patronne, il n'est pas du tout non plus dedans. Mais c'est ça. Parce que tu peux toucher le patron ou la patronne d'un grand groupe par son conjoint, par ses proches, par ses enfants. Ouais. Donc, ça, c'est dans nos scénarios bizarres où on a été. C'est qu'on peut toucher quelqu'un sans même utiliser son image. Complètement. On a un problème. Ricochet. Alors c'est un vaste sujet. C'est tellement un vaste sujet qu'on a dépassé... T'as vu l'enthousiasme ? Exactement. Je pense qu'il faut faire une deuxième partie à cette émission. Malheureusement, on arrive à la fin de cet échange. Je vous remercie évidemment d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie pour le débat que vous avez eu, un débat qui est extrêmement riche. Je remercie également les personnes à distance. Vous avez posé beaucoup de questions. J'ai essayé d'en poser quand je pouvais. Comme vous avez pu le voir, c'était un débat qui était assez dense. Donc merci aux personnes qui nous ont suivis. Merci également à Anotherway, puisqu'il est partenaire de cette émission de ce soir. Je vous dis pas la semaine prochaine cette fois-ci, mais à jeudi pour une émission sur les Jeux Olympiques. Et puis entre-temps, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore à nos intervenants. Merci à toi. Merci.